Nous poursuivons le grand rendez-vous avec notre invité ce dimanche, l'historien Georges Bensoussan, auteur, on le rappelle, d'un exil français, les origines du conflit israélo-arabe ou encore, il a dirigé, voilà, 20 ans, les territoires perdus de la République. Georges Bensoussan, nous avons assisté depuis quelques jours et depuis les attaques terroristes du Hamas contre Israël à des manifestations, certains les appellent pro-palestiniennes, mais il faut bien dire qu'elles sont surtout pro-Hamas et anti-France pour beaucoup d'entre elles et même anti-police. Écoutez justement ce qui s'est dit à l'une de ces manifestations hier à Paris. Voilà, je crois que le slogan était clair. De quoi ce mélange est-il révélateur selon vous ? D'abord, c'est une importation qui n'est pas récente, hein, c'est depuis déjà une vingtaine d'années. Et ce qui est frappant dans cette importation, c'est qu'elle est très paradoxale. C'est-à-dire que l'importation du conflit ne se fait pas par les Juifs, qui sont directement concernés par le conflit, parce que, comme je l'ai dit ailleurs, un très grand nombre de Juifs de France ont de la famille en Israël ou des liens familiaux, des liens amicaux, etc. En Israël, il y a presque un lien charnel, si vous voulez, avec l'État d'Israël. Alors que de l'autre côté, non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Le problème, c'est que dans ces manifestations, et pas seulement en France, d'ailleurs on le voit, d'abord elles donnent lieu en France à des violences qui ont caractérisé la montée de l'antisémitisme des années 2000, mais elles donnent lieu un peu partout aujourd'hui, dans une grande partie du monde occidental entre autres, à un déluge d'émotions, un déluge de passion, un déluge de déraison profonde. Et alors, ce qui m'a frappé beaucoup dans les slogans, pas seulement ceux-ci, mais dans d'autres que j'ai lus ou que j'ai entendus, c'est l'abîme d'ignorance sur l'histoire du conflit. C'est quelque chose d'extraordinaire et je crois que c'est sur cet abîme d'ignorance-là que jouent la plupart de ces passions mortifères. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement frappant. Et ce qui me frappe aussi, c'est que face aux événements qui sont produits depuis samedi 7 octobre, en particulier au kibbutz Kfar Aza et au kibbutz Be'eri, on est en présence d'un gouffre d'horreur, un peu comme on a découvert les massacres des Tutsis par les Hutus au Rwanda dans les premiers jours d'avril 1994. Et c'est une horreur qui sidère parce qu'elle interroge forcément notre humanité. Elle questionne forcément la part en nous qui est capable de céder un jour à cette horreur-là. Et quand je dis qu'elle questionne notre part d'humanité, je veux dire le fait que ces horreurs aient eu lieu, ce soit celle-là ou celle des Tutsis ou d'autres, d'une certaine façon, ça nous salit, nous, parce que nous appartenons à la même espèce que les assassins. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et devant un tel gouffre anthropologique, un tel gouffre d'interrogation, qu'on a affaire à un tel torrent de haine, comme on le voit dans ces manifestations, où on risque, pour le premier qui oserait afficher une opinion un peu pro-israélienne, serait lynché purement et simplement. On est en présence d'un retour, je ne dirais pas de la barbarie, mais on est en présence d'une offensive violente que je ne peux pas ne pas comprendre comme une offensive générale contre les Lumières, contre la raison, contre ce qui a fait la force de l'Occident et contre l'Occident, tout simplement. Je crois qu'il faut ramener tout ça, rappeler tout ça, ramener tout ça dans le combat général contre le monde occidental et contre, encore une fois, ce qui fait notre force, c'est l'héritage des XVIIe et XVIIIe siècles. Et c'est pourquoi, et j'insiste toujours dans mes prises de position pour revenir à l'histoire, même si ça paraît dérisoire face à ces déferlements de haine, qui sont des haines meurtrières. Mais il faut malgré tout ne pas désespérer et constamment refaire un effort de raison et un effort d'historien pour dire comment en sommes-nous arrivés là. C'est ça la question de fond. Et quand on est en face de gens de bonne volonté mais qui ne savent pas, alors on est pratiquement sûr de pouvoir apporter un éclairage. Alors vous parlez des mécanismes de la raison, mais il y a quelquefois une forme d'inversion de la raison. Je donne le sens de mon propos. Vous avez évoqué les massacres, notamment dans les kibbutz, d'une inhumanité absolue. Mais très rapidement, dans le discours public, on a l'impression que finalement, c'est moins ces massacres qui comptaient que les crimes de guerre anticipés possiblement à Gaza et ainsi de suite. Donc finalement, l'agression contre les Juifs en Israël était un détail de cette histoire qui ne comptait pas vraiment. Absolument. Parce qu'en fait, on est en présence de raisonnements où la conclusion précède l'interrogation. C'est-à-dire qu'on a déjà conclu à savoir que les Israéliens sont coupables. Donc certes, il y a eu des massacres à Be'eri, à Kfar Aza et à d'autres, etc. Mais ce qui compte d'abord et avant tout, c'est la culpabilité israélienne. Donc on va
effacer toute rationalité, on va effacer l'ordre de causalité des événements pour s'apesantir sur les représailles israéliennes à Gaza. Et c'est exactement ce qui va se passer. Mais en 24 heures, c'est peut-être ce qui est étonnant. C'est-à-dire, normalement, il y a une forme de délai de décence avant de chercher à rationaliser. Cette fois, il n'y en a pas, vous avez raison. Et j'ajouterai autre chose, et ça c'est caractéristique des démarches négationnistes, c'est qu'on est déjà en présence d'un négationnisme qui consiste à dire, en réalité, il n'y a pas. Il n'y a pas eu de massacre, c'est de la propagande sioniste, de la propagande israélienne. J'ai lu récemment d'une femme palestinienne, qui est d'ailleurs l'épouse du rédacteur en chef adjoint du Monde sur ces questions, qui disait en anglais « Ne croyez pas à leur propagande d'atrocité ». C'est quand même aberrant, mais on est déjà dans une démarche négationniste. Le négationnisme est partie prenante de la démarche génocidaire.